Bonjour à tous, on va démarrer. Donc l'objectif de la session, c'est de discuter clean architecture et architecture hexagonale. Et puis on va voir comment justement est-ce qu'on arrive à ce type d'architecture quand on part d'une organisation sur un découpage relativement technique. Donc moi je suis Céline Gillet, ça fait un petit peu plus de 10 ans que je fais du développement. Je fais partie d'une tribu qui s'appelle Software Craftsmanship à Octo Technologies. Et puis, j'ai également une activité de conseil, d'accompagnement sur des pratiques de qualité logicielle. Et puis, également la partie formation sur des sujets qui me tiennent à cœur. Donc, notamment le design applicatif, la clean architecture et l'architecture hexagonale en font partie. Et puis, également tout ce qui est pratique orienté autour des tests. L'objectif de la session, donc j'en ai un petit peu parlé, ça va être de voir quelles sont justement les limites d'un design applicatif orienté sur des couches techniques. On va voir quels sont les principes de l'architecture hexagonale, de la clean architecture, et puis on va voir aussi comment, à partir de ces bases-là, on va pouvoir simplifier à la fois les évolutions et la partie maintenance. On va voir ce que ça donne en fait sur une base de code. Typiquement, comment est-ce qu'on arrive à isoler le cœur métier. Donc, comment est-ce qu'on va s'abstraire de tout ce qui est accès à une base de données, potentiellement serveur de mail également, et puis système de fichiers. Quand vous avez besoin de faire des lectures ou des écritures, donc comment est-ce qu'on peut organiser notre code autour de tout ça. Et puis, on essaiera de faire un petit bilan sur se dire finalement de passer à ce type d'architecture. Qu'est-ce que ça va nous apporter au quotidien en tant que développeur? Donc, l'idée, c'est de prendre un petit fil rouge en fait sur une application qu'on aurait pu très bien vous demander. Donc, ça aurait pu être un projet d'études ou un projet que vous demande en fait une mairie. Et l'idée, c'est de voir l'architecture sur laquelle on part de base, donc sur un découpage technique, et puis de voir finalement, en termes de maintenance et d'évolution, cette tendance à partir sur un découpage très technique, en quoi est-ce que ça nous limite à un moment donné. Donc on verra comment est-ce qu'on peut finalement passer à autre chose, et les étapes qu'on peut prendre justement pour arriver à isoler cette partie métier de tout le reste. Donc le sujet, on va se mettre dans le contexte. Vous avez une demande, vous êtes sélectionné, et puis c'est le conseil municipal d'une mairie qui décide de développer une petite application. Cette application, elle est relativement simple pour le moment. Elle va devoir faire un certain nombre de choses, et le conseil municipal a décidé d'offrir un cadeau à ses habitants. Donc ceux qui fêtent leur première bougie dans la commune, finalement, on veut leur offrir un cadeau. Évidemment, on va pas offrir le même cadeau à quelqu'un qui a 3 ans ou quelqu'un qui a 65 ans parce qu'on risque de tomber à côté. Donc l'idée, va y avoir un certain nombre de règles de gestion métier qui vont venir au fur et à mesure enrichir le périmètre de l'application. Donc il va falloir déjà sélectionner les habitants éligibles. Il va falloir leur trouver le cadeau approprié en fonction de leur âge. Et puis, il va falloir rentrer dans un mécanisme de notification de mail. Le mécanisme de notification de mail, il va devoir intervenir à 2 niveaux. Il va falloir prévenir individuellement les habitants, et puis il va falloir aussi envoyer un mail récapitulatif au service de la mairie. Il commence à y avoir plusieurs choses dans les demandes. Donc ça, c'est votre feuille de route. Si on représente les choses d'un point de vue graphique, tout ce que je viens de vous raconter, c'est un peu ce qu'on va devoir faire. Les sources de données qu'on va devoir manipuler. Donc de façon classique, dans les projets, on a forcément à un moment donné où on a des sources d'entrée, des inputs. Ces inputs, il y en a 2 types. Il y a un input sous la forme de base de données, donc qui va contenir l'ensemble des habitants de la commune. Donc là, c'est une base de données H2, mais ça pourrait très bien être une base de données MySQL ou Postgre ou finalement peu importe. Et puis on a une autre source de données qui nous provient d'un autre canal. Et cette autre source de données, c'est un fichier. Donc, il va falloir, pour coder notre application et faire ce cas d'utilisation, récupérer des informations qui viennent de différentes sources de données. On va avoir des déclencheurs qui sont différents.
On se dit que l'attribution d'un cadeau, il va falloir qu'on puisse le déclencher via une interface graphique, donc typiquement pour les employés de la mairie. On sait qu'on va vouloir mettre à disposition une API, typiquement pour des développeurs ou pour des besoins de test, ouvrir des choses pour regarder comment se passe notre système et pouvoir déclencher le cas d'utilisation. Et puis également une tâche automatique. L'idée, c'est d'envoyer le mail dès la première année d'arrivée dans la commune. Et cette tâche-là, si ça se passe le samedi et le dimanche, évidemment, ça va être déclenché de façon automatique. Donc on peut avoir finalement plein de déclencheurs, plein de formes différentes pour notifier notre use case et notre application. Et puis ce qu'on s'attend à avoir en sortie, on va retrouver toujours notre base de données, mais cette base de données-là, elle va être enrichie. Elle va être enrichie avec les informations de cadeaux qui vont être attribuées, et puis un certain nombre de mails qui vont être envoyés. Donc des mails individuels aux habitants, et puis un mail récapitulatif journée par journée à la mairie. Donc en termes d'architecture, si on prend on va dire ce qu'on trouve dans 80% des applications, on va trouver un schéma autour d'un modèle qu'on appelle N-tiers, donc en l'occurrence souvent 3 tiers, où on va trouver une partie qui va concerner la présentation, une partie qui va concerner le métier et une partie qui va concerner l'accès aux données. Donc on va trouver vraiment un découpage technique, c'est-à-dire qu'on va avoir nos contrôleurs et on va mettre l'ensemble des contrôleurs de notre application. Donc on va avoir un habitant contrôleur qui va nous retourner l'ensemble des informations de nos habitants, et puis un habitant contrôleur qui finalement lui va permettre de déclencher l'attribution des cadeaux. Cette couche contrôleur, elle va déléguer l'appel à une couche service, et puis la couche service, elle va besoin à un moment donné de pouvoir accéder à la base pour récupérer les informations des habitants. Donc c'est structuré par responsabilité technique. On va trouver des objets du domaine qui vont transiter à l'intérieur de toutes ces couches. Donc le modèle de stockage, c'est à la fois le modèle manipulé par la partie métier et c'est à la fois le modèle qui va être remonté jusqu'à la couche de présentation. Donc il faut, au moment où vous établissez votre modèle, finalement d'arriver à faire entrer tous les besoins. Alors au départ, quand vous commencez une application, en général, ça match, vous êtes productif très rapidement, mais quand vous commencez à faire évoluer les choses, vous êtes plus ou moins contraint et ce modèle-là impose finalement à ce que vos besoins utilisateurs en termes de restitution sur la partie présentation, ça corresponde aussi à ce que vous avez sur votre modèle de stockage. Donc rapidement, vous allez faire grossir les choses, mais pas les faire grandir. Et puis une partie configuration qu'on trouve généralement, qui va couvrir aussi l'ensemble de vos couches. Ou si vous utilisez par exemple du Spring ou une autre application, donc vous allez avoir des frameworks qui vont être intrusifs dans votre code, donc typiquement des annotations ou des choses comme ça. En termes de maintenabilité et d'évolutivité du code, je peux vous montrer un exemple d'application donc qui a été développé justement en prenant cette approche d'architecture 3 tiers, où là on retrouve vraiment un découpage sous forme technique, où on va avoir l'ensemble de nos contrôleurs, l'ensemble de nos services, nos repositories et puis l'ensemble des informations de domaine. Dans notre domaine, ce qu'on manipule, c'est relativement simple pour le moment. On a des cadeaux, on a des habitants et puis on a des tranches d'âge. Si on regarde les informations de notre domaine, donc qui représentent notre métier, on se rend compte qu'on a tout un tas d'informations via des annotations. Donc on a utilisé en fait un ensemble de frameworks. Donc en l'occurrence, si on regarde la partie import, on voit qu'on a du Lombok, donc pour générer les getters et les setters, pour générer un certain nombre de constructeurs. On voit aussi qu'on a des annotations de validation sur tout ce qui est note blanche, note nulle. Donc là, on est en train de poser des annotations de validation sur notre domaine métier à partir du premier use case.
Donc là, ça veut dire qu'on prend une hypothèse très forte. Ça veut dire que tous les use cases de notre application qui vont venir après, il va falloir qu'ils correspondent à ce modèle de validation. Donc là, après, on va commencer à jongler. Ça va être compliqué quand on va vouloir ajouter d'autres cas d'utilisation. Notre classe de service, si on regarde un petit peu notre classe de service qui attribue des cadeaux, elle prend tout un tas d'informations en paramètres. L'attribution de cadeaux, quand on repart de l'expression du besoin métier, c'est relativement simple. De façon périodique, on veut déclencher l'attribution d'un cadeau. Et puis c'est à l'application d'aller sélectionner les habitants et de regarder ce qui se passe. Là, on voit qu'on a tout un tas d'informations qui finalement sont très techniques, c'est-à-dire qu'on va passer le nom du fichier. Donc ça veut dire qu'on se lit déjà sur mes cadeaux, ils vont arriver en lisant un fichier sur disque. On a une information de date, et puis on a tout un tas d'informations de configuration pour le serveur de mail. Donc là, en fait, on n'est pas très sur du métier, on est en train de dire, je suis en train de faire passer des paramètres techniques dans mon cas d'utilisation. Si on regarde les imports de notre classe, on voit qu'on a effectivement de l'adhérence à un serveur de mail, on a du Javax Mail, on a de l'adhérence à de l'accès système et fichiers, puisqu'on a du Java IO, et on est fortement couplé à toutes ces briques-là. Donc le code, il fonctionne, hein. Il y a des tests, il fait le job, il y a du parsing, alors c'est un petit peu compliqué, il y a pas mal de méthodes privées, et puis on concatène les informations pour envoyer le mail, ça fonctionne. Si on regarde les tests, alors c'est testé, mais les tests sont compliqués. Les tests sont compliqués, et quand on regarde les tests, avec de l'expérience, on se dit, c'est des tests qui ont été écrits a posteriori, on n'a pas écrit les tests en partant du métier. On serait parti du métier de l'expression de besoin, on n'aurait certainement pas écrit une méthode d'attribution de cadeaux en passant à des paramètres de configuration du serveur mail, ni en passant un nom de fichier. Donc, sur les tests, on se rend compte qu'on a besoin de démarrer un serveur de mail. Alors, il y a des librairies qui sont à disposition, hein. Heureusement, il y a des frameworks qui sont là. Et puis, on commence un peu à jouer un petit peu, parce que finalement, on a besoin de le démarrer sur un port. Donc, sur ma machine, ça va peut-être fonctionner. Et puis, le développeur voisin va récupérer le code, va le lancer sur son poste, et lui, ça va pas marcher parce que le port va pas être dispo sur sa machine. Donc, vous allez aussi commencer à avoir des phénomènes de tests qui sont aléatoires, ou quand on commence à avoir ce caractère aléatoire sur les tests, généralement, on va désactiver les tests parce que finalement, on n'est pas serein, ils nous font pas gagner du temps, au contraire, ils nous font perdre du temps. Donc, on rentre dans cette logique-là de finalement, c'est compliqué à tester. Donc, on abandonne. Donc, on voit finalement sur un premier cas d'utilisation qui est relativement simple, on arrive à coupler fortement notre code et à être tout de suite adhérent à des frameworks techniques. Et ce qui se passe régulièrement, c'est que on va avoir de plus en plus de mal à faire évoluer ce code-là. Que ça soit aussi bien sur la partie métier, parce qu'on va commencer à aller voir nos utilisateurs en disant « Ah mais oui, mais là du coup par rapport à l'autre use case, on a dit qu'il fallait que cette info-là soit présente, donc ça va impacter votre modèle de stockage. » Et en fait, vous allez perdre aussi en souplesse d'un point de vue implémentation, et vous allez faire perdre aussi on va dire de la créativité au niveau des cas d'utilisation, et vous avez limité vos utilisateurs. Donc là, ce qu'on a vu, c'est sur une classe de service, et c'est pareil sur l'habitant service aussi, on est centré autour des frameworks. Donc pour savoir est-ce que mon code est orienté autour des frameworks, on regarde en fait la liste des imports, et puis on voit justement toutes les couches sur lesquelles on est fortement couplé. Le modèle métier, on l'a vu, il transite partout, à la fois sur la partie repository, service, et sur la partie présentation. Le fort couplage, donc tout ce qui est composant d'infrastructure, ça veut dire que dès que vous voulez poser un test sur votre métier, la stratégie qui a été prise, c'est de lancer un serveur de mail, de scanner les headers du mail et de poser les assertions sur le contenu du mail. Donc là, on est très loin des règles métiers, qui sur le papier sont très simples. Quand je sélectionne un habitant, il est arrivé dans la commune depuis plus d'1 an.
je suis obligé de démarrer un serveur de mail pour vérifier que j'ai bien implémenté la fonctionnalité. Les tests écrits a posteriori, on le voit rapidement. Au-delà de la partie test, ça va être finalement la lisibilité et la simplicité de votre code. Là, on sent que ceux qui ont codé l'application, ils ont commencé par prendre les sources de données et puis ils ont rajouté le nom de fichier parce que c'était pratique en paramètres. Et puis j'ai eu un besoin à un moment donné de mettre le serveur de mail, donc je l'ai rajouté. Donc là, on fait grossir notre système et c'est de plus en plus compliqué en fait de le faire évoluer. Au niveau de la pyramide des tests, on est aussi à un niveau où on n'a plus de base. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une approche unitaire qui va représenter le métier. On est sur ce niveau intégration où on n'a pas une base et un socle solide. On a des tests aléatoires, dans notre cas. Ça marche sur ma machine, mais ça marche pas sur la machine du voisin. On est obligé de démarrer un serveur de mail et notre stratégie de test, on est orienté sur des frameworks. On a utilisé une librairie pour faire un serveur de mail fake. Mais cette librairie-là, si jamais demain je la fais évoluer, il faut que je revoie l'ensemble du code de mes tests. Donc on se rend compte qu'on est sur un modèle qu'on attaque par le milieu de la pyramide, mais qui rapidement en fait va être à ses limites. L'idée de la pyramide de test, c'est plus on est bas dans la pyramide, plus on est unitaire, plus on va avoir un temps d'exécution qui va être rapide aussi. On va pouvoir pointer rapidement quand on a un test en erreur, on sait que c'est ce cas-là et ce cas précis où on a un souci. Et on va avoir un coût de maintenance qui va être aussi beaucoup plus faible et d'évolution. De la même façon, quand vous avez un retour, finalement, il y a quelque chose que vous n'avez pas pris en compte, ce que j'appelle un trou dans la raquette. Et à un moment donné, vous allez avoir votre métier qui va vous dire dans cette situation-là, ça fonctionne pas. Est-ce que vous avez bien fait votre job? Est-ce que vous avez mal fait votre job? C'est toujours le truc, alors peut-être le fameux « on s'est pas compris ». Si vous avez des tests que vous vous êtes mis d'accord avec le métier sur quelles règles de gestion vous avez, en général, c'est des choses qui vous ont pas été remontées. Mais c'est corrigeable facilement. Vous avez commencé par écrire un test, justement, qui reproduit en fait ce comportement-là. Et c'est peut-être les histoires de bornes à chaque fois. Est-ce que on envoie les choses pile à un an ou un an après? Des choses qui n'ont pas été pensées ou exprimées. On enrichit la batterie de test. On commence par écrire ce test. Le test va être rouge et on va faire évoluer aussi au fur et à mesure la batterie et les cas d'utilisation. Donc là, on est vraiment sur un système finalement où apporter de nouvelles règles, c'est simple. Alors c'est peut-être des règles qui n'ont pas été prévues dès le départ, mais on peut enrichir rapidement sur cette partie-là. La partie fonctionnelle, là on l'a pas comme exemple. Ce seraient des tests qui seraient vraiment très très haut niveau, c'est-à-dire qu'on partirait de l'interface graphique en simulant finalement un clic pour dire je veux voir comment se fonctionne l'attribution de mes cadeaux. Alors ce test-là, soit il est vert, soit il est rouge. S'il est rouge, où est-ce que j'ai un problème? Est-ce que c'est au moment où je lis mon fichier où j'ai un problème de droit? Est-ce que finalement c'est ma base de données qui est tombée? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un problème. Mais par contre, le champ des possibles derrière peut être relativement important, d'autant plus si vous avez une stack et des sources qui sont relativement complexes derrière. Comment est-ce qu'on essaye de faire autrement? Faire autrement, il y a différentes possibilités. Faire autrement, déjà, il faut se poser la question pourquoi on veut faire autrement. On a vu que ça fonctionnait, mais qu'on commence à atteindre un petit peu des limites. Faire autrement, ça va vouloir être isolé et protéger cette valeur de tout ce qui est évolution et changement métier. On va vouloir aussi donner de la souplesse pour dire finalement notre modèle de stockage, est-ce que je fais une table pour mes habitants, une table pour mes cadeaux, est-ce que je mets tout dans une table? Finalement, c'est un choix secondaire et quand on commence à développer l'application, le plus important, ça va être d'apporter de la valeur et de vérifier en fait que les cas sont bien implémentés. Qu'on choisisse de prendre un stockage à la limite relationnel ou un stockage sur du non relationnel,
c'est un problème derrière sur le stockage. Mais ce problème-là, on peut tout de suite l'écarter. Le découpage par responsabilité aussi. Quand on travaille sur un point, l'idée, c'est d'entrer dans des petits cycles qui sont très courts, le plus court possible. Et pour avoir des cycles qui sont le plus court possible, il faut intervenir sur un périmètre qui est borné. Si sur votre périmètre, vous commencez à taper sur l'ensemble de vos couches, en général, vous allez avoir aussi des cycles qui vont être beaucoup plus longs. Ce que ça vous permet aussi, c'est d'être à l'aise quand vous faites des upgrades de framework ou de dépendance. Bien souvent, quand on arrive sur des projets, on arrive dans des situations où on a « Ah ben non, on peut plus mettre à jour ». Parce que si on met à jour, ça fonctionne plus et ça marche plus. On a peur finalement d'avoir des régressions, donc on le fait pas au fur et à mesure. Et il y a un moment donné où finalement on peut plus le faire. Donc d'avoir isolé justement ces briques techniques, c'est de rentrer aussi dans une logique où finalement à chaque fois qu'on a une version qui est disponible, ben on peut la mettre à jour. Il y a des outils pour le faire aussi de façon automatique. Et si vous avez votre batterie de test derrière qui est en place, vous êtes serein justement pour faire ce travail-là. Et en tant que dev, je vous assure que c'est beaucoup plus agréable de travailler avec les derniers outils que de travailler avec des choses des fois qui datent de plusieurs années. Donc il y a deux modèles qui proposent d'organiser les choses de façon, on va dire, différente, et il y a des similarités en fait dans les deux. La similarité principale, ça va être d'isoler votre métier et vos cas d'utilisation. La première proposition, c'est la Clean Architecture, donc c'est porté par Uncle Bob, qui a un blog que je vous invite forcément à visiter quand vous avez un petit peu de temps. Voilà, c'est très riche. Vous avez plein d'infos dessus et ça ouvre pas mal de possibilités ou tout du moins des réflexions, sans avoir forcément de certitude. Et ce qui est marrant, c'est que Uncle Bob, lui, commence en fait en disant qu'est-ce qui est pas une application. Quand vous discutez avec votre voisin, sur quoi tu travailles en ce moment, il va vous dire ouais, je suis sur un projet, c'est super sympa, on a du Cassandra et puis donc en fait on est orienté très technique et on oublie un peu le métier. Donc on fait un paquet en fait, on essaye de mettre le métier au niveau de la technique. Uncle Bob, lui, il dit focussez pas tout par rapport à votre base de données et par rapport à vos frameworks. Évidemment, on va en utiliser, mais on va les utiliser à certains moments et dans certaines phases en fait du cycle de développement. Et lui, ce qu'il dit, c'est penser toujours use case et cas d'utilisation. Quand on parle cas d'utilisation, forcément, on va discuter avec le métier et notre code va être beaucoup plus simple. Si on refait l'analogie sur le code qu'on vient de voir, l'attribution de cadeaux, normalement, on met pas les paramètres de configuration du serveur mail, ni le nom de fichier. Donc là, on n'est pas à un niveau use case, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la technique. L'hexagonal architecture, on est aussi sur cette notion de protection du métier, mais on est plus sur qu'est-ce qui va se passer autour aussi. Et autour, il y a notre application, donc le métier, qui finalement représente le fond de ce qu'on doit faire, l'expression de besoin. Et puis, il va y avoir la forme. Comment, finalement, est-ce qu'on peut déclencher les cas d'utilisation? Donc, que ça soit des utilisateurs derrière une interface graphique, que ça soit des programmes, que ça soit des tests automatisés ou des batchs, tout ça, finalement, c'est pas important. C'est des moyens de notification. Et rajouter un moyen de notification, c'est pas compliqué. C'est à un endroit et vous pouvez enrichir facilement si vous avez bien fait cette séparation-là. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'être en isolation de tout ce qui est système d'exécution et base de données. Le schéma, vous pourrez retrouver le schéma sur le blog. L'idée, c'est ce centre. Ce qu'il faut garder en tête, c'est cette notion de centre et de cercle qui, au fur et à mesure, s'agrandissent. Dans votre centre, vous devez avoir toute votre logique métier, votre application. Ça, c'est ce qui a de la valeur. Finalement, quoi qu'il arrive autour, ça doit être pérenne dans le temps. Donc, on est sur du code où on n'a pas de framework, pas d'annotation, on est vraiment sur du langage pur.
Et ce code-là, vous pouvez discuter avec votre product owner, vous pouvez discuter avec votre client. Quand il lit le code, il doit être en capacité de le comprendre. Il doit retrouver, en tout cas, à un moment donné, son expression de besoin. Et puis, sur les cercles autour, là, on va commencer à entrer dans tout ce qui est point d'entrée pour déclencher les cas d'utilisation. Donc, que ça soit via des API REST, que ça soit sur des interfaces graphiques ou des tâches automatisées. Des fournisseurs de données aussi, parce que sur tout projet, il y a un moment donné, on a besoin de récupérer de la donnée. Récupérer de la donnée, dans notre cas, on a une base de données, on a des fichiers, on pourrait faire un appel à un outil de gestion RH. Par exemple, finalement, de se dire l'info de mes cadeaux, j'appelle un autre système pour les récupérer. Et puis, des éléments de configuration derrière. Donc, l'idée, c'est pas de ne plus utiliser les frameworks. Au contraire, hein, il y a des super frameworks qui nous font gagner du temps. Par contre, c'est de les utiliser au bon endroit et de pouvoir facilement s'en décorréler à un moment donné. L'architecture hexagonale, on a une notion d'intérieur et d'extérieur, qu'on n'est pas sur une représentation sous forme de cercle. L'intérieur, ça va être votre hexagone. L'intérieur, ça va contenir aussi toute la logique métier. Sur la logique métier, il y a un moment donné où vous allez vouloir récupérer des informations, où vous allez vouloir déclencher votre logique métier. Donc ça, c'est ce qui va se trouver sur la partie application, donc les moyens d'interaction. Et puis, il va y avoir toute la partie infrastructure sur tout ce qui est dépendance nécessaire pour faire fonctionner votre métier. Donc de la base de données ou du file system. Le point important, c'est le sens des dépendances. Ce sens des dépendances, il doit être uniquement de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que votre domaine ne doit absolument pas connaître l'infrastructure. Si votre domaine a connaissance de l'infrastructure, vous allez voir dans vos imports des choses vers l'extérieur, vous avez cassé le modèle. Et en général, quand vous commencez à avoir ça, de façon des fois inconsciente, parce qu'on peut se dire dès le départ en équipe, on va essayer de partir sur un modèle. Et c'est important à un moment donné d'outiller justement cette partie-là pour avoir les alertes quand vous êtes en train de faire des choses qui vont pas. Ça peut arriver, hein, ça arrive plein de fois. C'est-à-dire qu'on est en train de créer quelque chose et puis on l'a mis en infrastructure et puis finalement on l'appelle dans le métier. Et c'est de se dire, finalement c'est pas de l'infrastructure mais c'est un autre cas d'utilisation. Et une des difficultés, ça va être de réussir à découper, à identifier vos cas d'utilisation. On a un principe d'isolation des frontières. L'isolation des frontières sur l'architecture hexagonale, on est sur un mécanisme où finalement, on est sur le pattern port-adapteur. Donc concrètement, c'est quoi? La partie port, ça va être des interfaces. Et puis la partie adapteur, ça va être des implémentations concrètes. Donc on va pas s'occuper, typiquement on va avoir besoin de récupérer des habitants. Donc on va avoir un habitant provider. Et puis finalement l'implémentation, il faut que j'aille jusqu'à une base H2. On va s'en préoccuper, mais après. Au moins, j'aurai les informations et la signature pour récupérer mes habitants. Donc si on projette un petit peu sur notre découpage technique, finalement, comment est-ce qu'on va arriver étape par étape à isoler nos cas d'utilisation, nos fournisseurs de données et nos déclencheurs. Donc ça, c'est le modèle qu'on a vu tout à l'heure. Et si on passe sur un modèle différent, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Quelque chose qui ressemble à ça en clean architecture, on va avoir notre cercle. Donc retrouver vraiment la valeur, le métier, donc ce qu'on va appeler entities, donc qui sont les cadeaux, les habitants, les tranches d'âge. Et puis on va avoir un certain nombre de cas d'utilisation qui vont émerger. Premier cas d'utilisation, ça va être, on a besoin d'avoir un use case pour attribuer les cadeaux, pour déclencher cette attribution de cadeaux. On va avoir besoin d'un use case pour récupérer les informations des habitants et besoin d'un use case aussi pour attribuer de façon aléatoire un cadeau. On a une source de données.
où on a dans un fichier l'ensemble des cadeaux possibles par tranche d'âge. Donc un fichier, je peux vous le montrer. En fait, le fichier de cadeaux, donc ça c'est quelque chose qui vous est livré régulièrement. Et c'est des informations dans du fichier texte où vous avez une référence, une description, un montant et puis une tranche d'âge. Donc par exemple, pour la tranche d'âge de 0 à 3 ans, vous avez un certain nombre de cadeaux qui sont possibles, qui sont à disposition. Et de façon aléatoire, pour tous les gens qui sont arrivés dans la commune depuis une année, qui est entre 0 et 3 ans, vous allez attribuer un cadeau possible dans la liste. Donc il va y avoir un use case qui va prendre en charge cette partie-là. Vous allez avoir des fournisseurs de données pour la base, donc l'accès aux fichiers, et puis également une partie mail pour pouvoir envoyer l'ensemble des informations. Cette notion de séparation, où au final, tout ce qui est autour, on veut s'en préoccuper, mais le plus tard possible, on va déjà pouvoir coder notre application, donc nos cas d'utilisation, uniquement à partir de ce cercle-là. Donc sans framework, sans annotation, sans se préoccuper d'avoir un serveur de mail où on va pouvoir justement se couper complètement de l'extérieur. Donc il y a plusieurs étapes pour arriver à cette partie-là. Les étapes qu'on va avoir au début, ça va être de se dire, il faut qu'on se mette d'accord sur comment est-ce qu'on va organiser notre application. On peut parler de corps, vous pouvez parler d'application, peu importe. Au final, l'important c'est que vous soyez synchro en termes d'équipe sur ce que vous allez mettre derrière. Cette notion de corps, elle va contenir l'ensemble de vos objets métiers, donc vos entités, et puis les cas d'utilisation. Donc l'idée, ça va être déjà de commencer à séparer les choses, de se dire, j'ai mon cœur, j'ai mon métier, j'ai mes use cases, et puis à côté, je vais avoir des fournisseurs de données. Et puis après, je vais avoir des entry points, c'est-à-dire des moyens de notifier mon cœur applicatif. Donc la création de la nouvelle structure de package, vous allez pouvoir commencer à séparer et à répartir les données au bon endroit. Donc tout ce qui est domaine, qui transitait dans toutes les couches, ça va venir dans les entities. Et la priorité, ça va être de commencer à supprimer tous les frameworks qui sont et toutes les annotations qui sont présents à l'intérieur de ces objets-là. Pour se dire, on veut pas avoir d'adhérence, on veut avoir un code le plus pur possible. Donc on va commencer à retirer tous les frameworks. Et en voulant retirer tous les frameworks, on va se rendre compte que c'est compliqué parce que si on reprend le code, par exemple, sur notre objet habitant, donc qui est persisté en base, on a des annotations où finalement on dit quel est le nom de la table, et puis comment est-ce que je vais générer ma clé primaire et mon identifiant au moment où je vais stocker mon objet. Et puis on a aussi des choses au moment où on le restitue sur la partie présentation. C'est-à-dire que dans mon JSON, côté API, je vais vouloir première position, j'ai le nom et puis après le prénom. Donc il y a des annotations en fait de partout qui concernent à la fois la présentation et la persistance. Donc arriver tout de suite à supprimer toutes ces annotations-là, ça va plus fonctionner. Donc il faut avancer un petit peu plus loin après aussi dans les étapes prochaines. Donc les étapes prochaines, ça va être de se dire, on a besoin finalement d'un fournisseur d'habitants. On va pas se poser la question tout de suite sur l'implémentation, mais dans mon corps, on va dire, j'appelle un habitant provider qui va me fournir la liste de mes habitants. Après, on va pouvoir venir justement faire une implémentation concrète, donc en l'occurrence là qui est en base de données, donc on va venir déplacer le code qu'on avait précédemment. Et ce qu'on va faire, c'est que on va créer un objet qui correspond à l'implémentation de notre base de données. On va avoir un objet dédié pour le stockage. Cet objet, ça va être habitant JPA. Et finalement, c'est cet objet-là qui va contenir toutes les annotations de persistance. Parce que son job, lui, c'est uniquement de la persistance pour un modèle de base. Et puis on va commencer aussi à pouvoir créer nos use cases pour récupérer la liste des habitants.
Donc en termes de package, vous allez commencer à répartir aussi les choses. Donc va y avoir un nouveau provider qui va intervenir sur de la base de données où vous allez avoir votre provider pour vos habitants, votre modèle de stockage et dans Habitants JPA Repository, l'ensemble des informations pour écrire vos requêtes. Et c'est ici où vous allez pouvoir utiliser des frameworks. Spring Data JPA, ça marche très bien, on n'écrit plus la requête. Par contre, il va être uniquement présent à ce niveau-là. Vous allez avoir un test qui vérifie le bon fonctionnement de vos requêtes et c'est uniquement centralisé ici. Vous n'êtes pas obligé de repasser par votre cœur et votre cercle pour pouvoir vérifier est-ce que mon système de base est bien OK. Donc de la même façon, pour la partie présentation, pour arriver à se décorréler des frameworks, on va créer un nouvel objet pour la partie restitution, pour ce cas d'utilisation. Donc là, mon métier veut récupérer l'info enfin dans tel sens, ou potentiellement les dates. Je peux avoir un format de stockage pour les dates en base. Par contre, en termes de restitution, je vais vouloir travailler et rendre quelque chose qui est plus human compréhensible. Donc de la même façon, on va avoir une nouvelle partie qui va intervenir ici. Donc là, on va commencer à supprimer du code qu'il y avait sur la partie contrôleur service. Parce que finalement, c'est uniquement de la réorganisation. Donc ce qui était dans le contrôleur, ça devient en fait votre point de notification, donc ça devient votre endpoint. Et par contre, ce contrôleur-là, c'est lui en fait qui va avoir son objet de présentation. Et il va être stocké uniquement à cet endroit. À partir de là, votre objet habitant, ça devient un vrai objet métier, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'adhérence avec la façon dont vous le stockez et avec la façon dont vous avez choisi de le restituer. En quatrième étape, après, c'est plus simple, c'est-à-dire que vous allez commencer à créer d'autres use cases, donc le use case principal de l'application sur l'attribution de cadeaux, où de la même façon, vous allez rajouter une classe supplémentaire. Cette classe supplémentaire, on n'est plus sur quelque chose orienté autour d'un nom d'application, Python Service, Python Controller, où vous êtes finalement sur une notion de CRUD que vous stockez en base, que vous faites remonter sur votre couche service et vous mettez tout un tas de méthodes au kilomètre. Non, là, vous avez vraiment, finalement, qu'est-ce que votre application expose à l'extérieur. Vous avez plus de notion de service. Vous êtes vraiment sur qu'est-ce que vous manipulez et vous offrez au métier. La partie tâche automatique, ça devient finalement un point d'entrée. Donc là, vous aviez déjà des choses en place en termes de configuration pour notifier des tâches automatisées. Voilà, il y a une classe dédiée pour cette partie-là. Au niveau de la notification par mail, donc cette partie provider, ce qui est important de voir, c'est qu'on est aussi bien sur de la récupération de données que sur le fait de pousser de la donnée, que ça soit à la fois sur de la sauvegarde ou sur du déclenchement, donc typiquement de l'envoi de mail. Donc là, c'est pareil, vous allez besoin d'avoir un notification provider. Aujourd'hui, il y a une implémentation sur du mail. Demain, vous voulez proposer à votre métier finalement de dire je veux une notification par SMS ou par mail ou les deux. En fait, vous allez rajouter une nouvelle implémentation et ça va être transparent d'un point de vue de votre métier. D'un point de vue de votre métier, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déclencher le provider de notification. Les infos, quand vous commencez à faire ça, vous allez aussi supprimer tous les paramètres exotiques qu'on avait dans l'attribut cadeau. La configuration des infos du serveur de mail, le SMTP host, le SMTP port, c'est uniquement des infos qui vont se retrouver ici, que vous allez charger via des properties, mais elles vont pas transiter dans votre couche contrôleur, dans votre couche service et dans vos classes d'envoi de mail. Vous allez uniquement aussi injecter les choses au bon endroit. Et puis vous pouvez choisir de changer de librairie de mail, ça pose pas de problème. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de réécrire l'ensemble de vos tests parce que le fait d'avoir ressorti toutes les notions techniques, vos tests, vous êtes sur du métier. Donc vous vérifiez des choses fonctionnelles. Donc quand vous changez de librairie et volontairement faire l'exercice, ça montre aussi quel travail en fait
de refacto on a à faire. Et plus finalement le travail est important, ça veut dire que vous êtes couplé et en termes d'évolution, ça va être compliqué pour la suite. Le fichier, c'est pareil. Finalement, c'est un autre moyen, mais il faut le voir de la même façon. Vous avez un provider qui va vous fournir quels sont les cadeaux par tranche d'âge. Et toute la complexité qu'on voyait tout à l'heure dans le code, sur du parsing, sur je split avec la virgule, et puis j'ai des tranches d'âge, c'est âge minimum tiré âge maximum. Tout ça, en fait, vous allez le mettre à un endroit, et le jour où il y a une évolution, finalement, les tranches d'âge, elles sont plus représentées de la même façon sur le même formalisme. Vous modifiez votre test qui couvre le parsing, qui a un seul endroit, et vous pouvez modifier rapidement. Et votre code ici, il n'a pas changé. Parce que vous récupérez du métier, vous êtes sur des objets, et finalement que vous les récupérez avec un parsing exotique, parce que des fois vous récupérez des choses, des systèmes, c'est un peu compliqué et laborieux. Ça, c'est isolé à un et à un seul endroit. La notion d'exception aussi, de penser vraiment à avoir des exceptions métiers. Les exceptions métiers, vous n'arrivez pas à récupérer vos cadeaux par tranche d'âge. Finalement, que ça soit dans du fichier, que vous avez un problème de droit, vous avez de l'IO exception, vous avez autre chose, transformez ces exceptions techniques en exceptions métiers. Parce que les exceptions techniques, il peut en se passer plein de sortes. Par contre, votre cœur métier, ce que vous voulez discuter, c'est de savoir où est-ce que vous allez quand ça se passe pas bien. Et là, la réponse, vous l'avez pas vous en tant que développeur, il faut poser la question au métier. Si on n'arrive pas à envoyer le mail, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on attribue quand même le cadeau ou pas? Donc là, vous allez tirer justement des discussions qui sont un petit peu plus larges et finalement qui sont métiers. Et si la réponse c'est de se dire finalement qu'on n'ait pas réussi à envoyer le mail, c'est pas bloquant, d'accord, on va peut-être poser un log, on va mettre un système de monitoring sur le mail qui est pas en place. Par contre, ça va pas bloquer notre application. Si ça la bloque, on récupère l'exception métier et on fait le traitement qu'on veut derrière. Et puis la dernière étape, après, vous pouvez faire toutes les opérations de refacto que vous voulez. Vous êtes complètement sorti justement des frameworks. Donc là, vous êtes à l'aise. Vous voulez mettre en place des templates de mail pour plus avoir à écrire. Ça se fait facilement. Mettre en place des features ou faire du refacto, c'est rapide. Donc vous arrivez à avoir ce schéma-là, finalement, assez rapidement en déplaçant et en mettant les choses en bas. La clé, en fait, c'est vraiment de mettre les choses au bon endroit et d'être sûr que vous violez pas ce principe de dépendance et toujours de l'extérieur vers l'intérieur et pas l'inverse. Pour terminer, l'hexagonal architecture, finalement, c'est quasiment la même chose dans notre exemple. On n'est plus sur du vocabulaire. Sur le vocabulaire, on va être sur la notion de pattern, port, adapteur. Donc, on n'utilisera pas, on va dire, les mêmes terminologies si on veut vraiment, on va dire, respecter les standards. J'ai envie de dire, c'est pas le plus important. Ce qui est important, que vous choisissiez de parler de habitant port ou de habitant provider, finalement, ce qui se cache derrière, c'est le même objectif. Donc, ce qui est le plus important, ça discuter en équipe. Parce qu'il faut se mettre un standard, par contre qu'il n'y ait pas à la fois l'un et l'autre au sein du projet, parce que sinon ça va être compliqué de s'y retrouver. Mais c'est surtout la logique qu'il y a derrière. Donc si on fait un petit peu une conclusion de la séance, essayez au maximum de penser métier, voilà, de sortir de la technique. La clean architecture, l'hexagonal architecture, c'est deux propositions. Il y en a d'autres. Il y a d'autres façons de le faire. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'est-ce que ça peut vous apporter. Si vous voyez pas le gain tout de suite, vous allez forcément le voir à un moment donné. Et le temps que vous prenez pas au début de bien structurer et à organiser les choses, vous le payez à un moment donné. Et vous commencez à le payer quand vous entendez des choses sur c'est compliqué de tester, il y a des régressions, on a des tests aléatoires, on peut pas tester unitairement, donc on tape à un niveau d'intégration fonctionnelle. Tout ça, en fait, ça doit être des signes qui montrent que finalement, le code est pas bien organisé
Et en fait, on est sur une approche où on amène, au fur et à mesure, on rajoute du code, on amène de la complexité. Ah, j'ai besoin d'envoyer un mail, je vais remonter les informations, etc., etc. Donc, gardez cette notion d'isoler votre métier le maximum possible. J'en ai terminé. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a le temps pour des questions ou pas. Ouais. Alors, bonne question. Ici, à ce niveau-là, la question, je ne sais pas si tout le monde l'a entendu, c'est au niveau du notification provider. Est-ce qu'on est sur des tests unitaires ou est-ce qu'on est sur des tests d'intégration? À ce niveau-là, sur le notification provider, on a une interface. Donc, quand on teste, en fait, notre cœur métier, on est vraiment sur des tests unitaires. C'est-à-dire qu'on va vérifier le fait de déléguer la responsabilité à un notification provider de notifier la personne. Donc, on est sur un système de mock, de stub, donc on est vraiment sur une partie unitaire. Par contre, quand vous êtes sur cette partie-là, vraiment mon implémentation, c'est-à-dire que j'ai la configuration de mon serveur de mail et je veux vérifier qu'effectivement, en fait, mon mail part bien. Donc là, on va être sur un test d'intégration. Donc, en fonction en fait de l'endroit où on est, l'idée c'est quand on peut faire de l'unitaire, on fait de l'unitaire, et il y a plein d'endroits en organisant, enfin le code notamment de cette façon, où on peut faire de l'unitaire facilement, parce qu'on a sorti via des interfaces, donc on peut facilement moquer ou stubber et vérifier la délégation de l'appel. Par contre, quand on veut voir si notre mail effectivement part bien et tester du rendu, par contre on a un seul test d'intégration. Donc l'idée et le propos, c'est pas de se dire il faut uniquement avoir des tests unitaires et une base solide. Non, il faut avoir en fait une proportion qui est correcte. Donc quand il y a besoin de faire de l'intégration, oui, il faut faire de l'intégration. Par contre, il faut que ça soit de l'intégration qui soit vraiment nécessaire. Donc dans le cas de l'envoi de mail, on est sur un test d'intégration qui effectivement a tout son sens. D'autres questions? Ouais. Je suis pas sûre d'avoir bien entendu. Est-ce que le BDD, tu as parlé de BDD, c'est ça? Oui, le BDD est conseillé notamment pour la partie cas d'utilisation, use case, quand vous discutez avec votre métier. L'approche BDD, vous allez discuter et faire émerger justement quels vont être tous les cas d'utilisation. Donc là, vous êtes déjà en train de se dire, est-ce que je vais avoir 1, 2, 3 cas d'utilisation? Est-ce que finalement c'est le même? Et de dégager quels sont mes cas d'utilisation, des façons de les notifier. Ça, c'est super important aussi. Donc l'approche BDD, finalement, de faire une discussion, enfin, c'est les tres amigos à plusieurs, que vous discutiez autour d'un tableau, autour de fichiers Excel avec des exemples pour comprendre comment, finalement, est le système derrière. Oui, c'est important. Et ça, c'est ce qui vous permet de construire le cœur et le centre de votre application. Et c'est là où on a de la valeur, hein. Concrètement, en tant que développeur, notre valeur, elle est d'en construire correctement le cercle et le centre. Donc c'est là où il faut qu'on mette l'énergie. Et tout ce qui est autour, il y a plein de frameworks et il en sort tous les jours pour câbler. Mais déjà, vous pouvez faire votre application en vous focusant sur ça. Et il y a plein de fois où vous pouvez aller en démonstration, où vous n'avez pas encore votre base de données, mais c'est pas grave. En fait, si vous avez un habitant provider, votre base de données, elle n'est pas encore opérationnelle. Parce que vous êtes sur un gros projet, en termes d'infrastructure, vous êtes dépendant d'un autre service ou d'un autre système. Non, vous pouvez très bien venir en démonstration. En fait, vous avancez à votre rythme.
Et finalement, l'habitant provider, dans votre implémentation, pour le moment, vous n'avez pas votre base de données, vous faites un truc en mémoire et vous retournez une nouvelle liste avec 3 habitants et vous pouvez en fait démontrer plein de choses comme ça. Et le jour où vous aurez peut-être la livraison de votre base de données, que vous allez pouvoir mettre les éléments de configuration, très bien, en fait, vous allez rajouter votre base de données. Mais le fait d'avoir vraiment sorti, décorrélé cette partie-là, ça vous empêche pas d'avancer et de démontrer les choses régulièrement. Donc le BDD, oui, et pour construire le cœur, c'est plus que recommandé. On s'arrête là. Dernière question, du coup. Ouais. C'est du métier. Si ton métier te dit je vais pas vouloir envoyer le même mail en fonction de telle info, je sais pas, on va rajouter quelque chose de différent. En fait, ça c'est du métier. Tu vas pas aller jusqu'à l'envoi de mail, ça qui est technique, mais par contre, tu vas mettre en place un mécanisme pour se dire dans ce cas-là, je suis sur cette typologie de notification, tu vas avoir un type de notification finalement. Et cette type de notification, ça va être un objet métier. Donc là, il faut que tu ailles discuter avec le métier. Combien on a de types de notification? Est-ce que j'ai une notification, je sais pas, pour les gens de 0 à 30 ans, enfin, qui sont pas exactement que la même que la tranche d'âge. Et du coup, tu vas peut-être avoir une correspondance entre tes types de notifications et tes tranches d'âge. Donc, tu es sur du métier. Là, tu es sur du métier parce que ça, il va falloir que tu le testes. Et ton métier s'attend justement à ce que tu aies des notifications différentes. Par contre, tu vas pas le tester en disant je vais vérifier le contenu de mes mails. Je vais démarrer un serveur de mail, je vais effectivement me mettre dans cette condition-là, envoyer le mail, scanner les headers et vérifier si j'ai le bon contenu. Non, par contre, tu vas poser des assertions. Est-ce que dans ce cas-là, j'ai bien ce type de notification? Et ça, c'est simple à poser comme test. Et pour le coup, on est vraiment sur de l'unitaire. On s'arrête là. Merci à toutes. Excuse-moi, du coup.